Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. L'IU par essence est en contact permanent avec le monde du travail. Les IUT ont un grand avenir devant eux. Ils sont un outil fantastique, et ont un rôle social éminent à jouer. Ils n'ont plus à prouver leur efficacité, déclarent les directeurs de l'IUTA Bordeaux I et de l'IU Michel de Montaigne, Bordeaux 3, dans une plaquette de présentation du 30e anniversaire des IUT de Bordeaux, fêté les 16,17 et 18 octobre 1996. Par-delà le temps de la célébration, l'institution spécifique de l'éducation nationale qui s'appelle un Institut universitaire de technologie, IUT, serait donc à leurs yeux une réussite. Il ne manque pas d'arguments dans leur déclaration. Un fort taux de succès au diplôme comparativement à celui des filières classiques de l'enseignement supérieur, une attirance de la part des bacheliers qui ne se dément pas au fil des ans, une insertion professionnelle plutôt satisfaisante et rapide, malgré une situation économique de moins en moins favorable, un encadrement pédagogique relativement bien adapté facilitant l'intégration des étudiants, etc. Cette représentation plutôt valorisée et valorisante du dispositif particulier qu'est l'IU au sein de l'université peut être confirmée de deux façons. D'une part, nos observations empiriques sur un plan microsocial dans l'IU Michel de Montaigne semblent accréditer cette image. Les candidats sont plus nombreux chaque année, les anciens étudiants et stagiaires se faisant en quelque sorte agents recruteurs volontaires et des responsables de structures d'animation se transformant en propagateurs de la formation, dans une sorte de parrainage d'éventuels candidats. D'autre part, et de façon plus générale, au plus haut sommet de la hiérarchie du ministère, François Bayrou, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ne déclarait-il pas lui-même, le mardi 18 juin 1996 à la Sorbonne, que les IUT symbolisaient une des plus grandes réussites de ces dernières années. 1. En même temps, sinon des inquiétudes, tout au moins des interrogations se font jour peu à peu autour et au cœur du dispositif lui-même. La progression du nombre d'inscrits en IUT n'est pas aussi forte que celle attendue par le ministère, notamment pour les étudiants non issus des filières générales de l'enseignement secondaire 2. Les barrages seraient très sévères pour ces candidats qui méritent une plus juste place. Il s'agit, ajoute le recteur, d'une question d'intérêt universitaire et même national, la sélection à L'. Entrer en IUT serait devenu un obstacle redoutable, qui fait parfois dire que certaines de ces filières courtes pourraient être considérées comme élitistes, à l'image par exemple des grandes écoles, alors que les DUG seraient dans l'obligation d'accueillir le tout venant. Par exemple à Bordeaux environ 1645 candidats en 1996 en métier de l'animation pour 200 places en formation initiale. Plus de 1200 en IUT journalisme pour 34 places. Les IUT coûteraient cher. En comparaison de la pauvreté en encadrement et en moyens des UFR non dérogatoires des universités, selon les normes Sanremo, système analytique de répartition des moyens, actualisé à la session de décembre 1996 du CNESER, les IUT du secteur tertiaire, la même année, se voyaient comptabilisés par la DGES du ministère 11,4 étudiants par enseignant, alors que, par exemple, dans les licences et maîtrises de sciences de L', Education, le même coefficient est de 40,2 étudiants par enseignant. De façon similaire, on peut observer 27,3 heures enseignants par étudiant dans un cas, et 11 dans l'autre. Il faut rappeler cependant pour ne pas en rester à de simples comparaisons brutes que, dès la création des IUT, l'objectif du ministère semblait être justement une formation de qualité en 2 ans, avec 1920 heures d'activité pédagogique pour les étudiants, sans compter les obligations de stage. La mise en place d'un tel dispositif de formation technologique s'accompagnait donc de moyens supplémentaires par rapport aux règles habituelles des anciennes facultés. Les normes Sanremo d'aujourd'hui n'établissant que des proportions et des moyennes par catégorie, banalisent bien évidemment ces spécificités pédagogiques. L'entrée des diplômés d'IUT dans la vie professionnelle deviendrait plus tardive, ce qui a permis de déclarer dans un colloque récent à Grenoble qu'on assistait dorénavant à un curriculum détourné, puisque de plus en plus d'étudiants prolongent leurs études au-delà du DU, évolution qui constituerait un abandon de la mission originale et originelle des IUT. Enfin, les luttes des étudiants et des personnels dans les années récentes, contre le CIP au printemps 1994,
contre la circulaire Bardet et le rapport Laurent au printemps 1995 à propos du statut étudiant, pour un plan d'urgence et une loi de programmation pour l'enseignement supérieur notamment à l'automne 1995, aurait quelque peu dégradé l'image positive des IUT. Les propos récents du ministre de l'Éducation nationale actuelle, Mr. Allegre, au début de l'année 1998, furent un des éléments déclencheurs d'une grève des IUT, propos suivis de déclarations plus rassurantes qui semblent ne pas avoir dissipé réellement le malaise ambiant. Compte tenu des variables multiples qui constituent le système IUT, bien des points de vue sont donc possibles pour tenter d'évaluer la pertinence, l'efficacité ou l'efficience de ce dispositif de formation. Maître de conférences en sciences de l'éducation à l'U Carrière sociale, option animation socioculturelle, de Gradignan, nous devenions par ce fait un acteur du système. Nous nous sommes donc interrogés, puisque nous formions des professionnels de l'animation, sur la validité et la portée des discours théoriques produits à propos de cette activité, tantôt perçue comme une méthode pédagogique visant la pleine participation des individus à la création sociale et culturelle, tantôt comme un mouvement social d'émancipation lié à la civilisation des loisirs, tantôt comme un système organisé avec ses professionnels et ses institutions, à côté du système éducatif et jouant sur le double registre de la régulation et de la valorisation sociale, Gillet, 1993. Notre insatisfaction devant ces modèles explicatifs résultait du fait qu'il semblait nécessaire, pour comprendre toute la portée du phénomène de l'animation, de ne pas seulement l'analyser comme un fait social, mais aussi, et peut-être d'abord, comme une pratique, à partir d'une problématique de type praxéologique faisant appel aux sciences de l'action et de la décision. La mise à jour en particulier du concept de médiation et de la figure de l'animateur stratège, Gillet, 1996, pages 21 à 31, permet alors d'exprimer avec force une fonction de l'animation qui participe de la crise actuelle du lien social et politique. Une telle élaboration théorique, prolongée et nourrie au jour le jour de nos pratiques et de nos recherches, a été très vite confrontée aux réalités des pratiques institutionnelles. Quelques-uns de nos collègues manifestaient un intérêt bienveillant pour l'effort entrepris, sans pour cela chercher à débattre sur le fond. Quelques autres persistaient à nous considérer comme non issus du sérail universitaire, mais comme un homme de terrain ayant réussi l'épreuve nécessaire à l'intégration dans la communauté. Si ce débat est récurrent à l'université, il n'en est pas moins une expérience vécue sur le plan personnel, qui met en lumière la question de l'identité à travers celle des échanges avec les pairs dans la communication et l'interaction sociale. Cette situation psychosociale n'est qu'un des paramètres en jeu. Pour venir à un questionnement qui soit d'ordre pédagogique et donner un autre sens à un tel constat, l'hypothèse explicative d'un perceptible clivage à l'intérieur du collectif des enseignants auquel nous appartenons peut être fondée sur une première distinction qui semble s'opérer, dans les filières courtes que sont les IUT, entre enseignement et formation. Quelle est la nature de l'objet des instituts universitaires de technologie ? S'agit-il d'un enseignement ? S'agit-il d'une formation ? Lorsque l'enseignement est la visée principale, on n'a aucune visée sur les pratiques, on n'apprend pas pour faire, mais seulement pour savoir, écrit Pérangeard, dans la revue de l'INRP Recherche et Formation. À l'inverse, lorsque les pratiques deviennent la visée principale, ce n'est plus de l'enseignement, c'est de la formation. Rangeard, 1992. Mais peut-on se satisfaire d'un tel clivage ? Un IUT se distingue singulièrement par le fait qu'il est un sous-ensemble de l'université française. Il est partie prenante à la fois de la logique du faire et de celle du savoir. Il vise à former des professionnels aptes à intervenir, après l'obtention de leur diplôme, dans un système reconnu de qualification et de classification des emplois d'animation, tels qu'ils sont critériés par exemple dans les conventions collectives. Mais en même temps, et nous le verrons, l'importance des enseignements, tant en quantité horaire qu'en variété disciplinaire, induisent des modalités pédagogiques relevant d'une conception transmissive du savoir. On en veut pour indice probant le fait que la NIAS des évaluations exigées au cours des 2 années de formation relève plus de connaissances déclaratives sur des savoirs formels que de connaissances procédurales de l'ordre de l'action ou du savoir-faire, sans que, par ailleurs, la question du lien entre les unes et les autres ne soit réellement posée. Dans le premier cas,
s'opérera un contrôle hétéronome des contenus acquis par un feedback direct sur les messages transmis par les enseignants, l'étudiant étant capable d'un degré de conformité plus ou moins élevé par rapport aux apports théoriques enseignés, justifiant une notation selon le degré d'écart constaté avec les normes imposées. Dans le second cas, celui de la formation, un contrôle plus autonome des effets produits sera mis en œuvre par l'étudiant lors de feedback indirects liés aux évaluations des messages transmis par lui-même en tant que praticien de terrain, capable ainsi de mesurer leur pertinence en interaction avec les autres acteurs des projets auxquels il participe. Une telle alternative traverse aussi la communauté étudiante. En janvier 1996, lors d'un cours réalisé pour les étudiants de deuxième année, nous leur posions la question de savoir combien pensaient devenir animateurs professionnels dès leur diplôme obtenu. Sur 100 présents, 35 répondaient positivement. L'instantanéité du sondage prête à discussion quant à sa validité scientifique, mais nous montrerons que des enquêtes croisées confirment l'ampleur du phénomène. Certes, les difficultés économiques actuelles de la société, les pressions sociales, de l'environnement familial par exemple, le niveau d'aspiration vers l'obtention du diplôme le plus élevé possible pour l'accès à un statut socio-économique offrant de meilleures garanties de position hiérarchique et symbolique, alors que P. Bourdieu et Herboudon ont déjà montré depuis longtemps les effets pervers des apostrophes. Une telle logique individuelle qui, multipliée régulièrement, produit en termes de concurrence et de déqualification des effets de masse pernicieux, se retournant en partie contre leurs auteurs, la prolongation de l'adolescence et l'arrivée à un âge adulte toujours repoussé à plus tard, peuvent en partie expliquer ce type de stratégie d'attente, voire de fuite de la part des étudiants. Mais ces causes externes ne peuvent prendre une telle ampleur que parce qu'à l'intérieur de l'institution IUT elle-même, elles trouvent matière à leur épanouissement. Il est en quelque sorte facile ou habile de trouver ainsi un exutoire à ce type de difficultés pour masquer des discours, des pratiques, des habitudes qui profondément ancrées au sein même des IUT, et ce dès l'origine, alimentent la crise de sens qu'ils vivent en partie. Notre problématique consiste, dans la prolongation de notre approche praxéologique de l'animation, à prendre comme objet de recherche cette nécessaire mise en tension, cette dialectique du faire et du savoir, à l'intérieur même du dispositif que représente ce qui est désigné par l'appellation IUT animation socioculturelle, en écho en quelque sorte à notre théorie de l'animation. Il faudra faire appel dans cette approche à l'histoire, aux fondements théoriques et pédagogiques des IUT, toujours écartelés, et encore aujourd'hui, entre un pôle universitaire et un pôle professionnalisant. Notre hypothèse repose sur l'idée que la notion de technologie a été insuffisamment prise en compte dès la création des IUT, ou tout au moins avec tant d'ambiguïté dans les définitions proposées qu'elle a permis la reproduction de pratiques anciennes héritées, pour ce qui concerne par exemple l'IU Michel de Montaigne, de l'ex-faculté des lettres qui lui a servi de matrice, où le savoir dominait largement le faire. L'incapacité à prendre en considération cet aspect central que constitue la définition de ce qu'est une technologie de l'animation socioculturelle explique cette dichotomie entre enseignement et formation. Il découle logiquement de cette situation une prise en compte insuffisante des notions d'apprentissage et d'expérience, autour desquelles une articulation certes complexe mais réelle entre le faire et le savoir est possible. À ce clivage entre démarche d'enseignement et démarche de formation s'articule, et c'est là notre deuxième hypothèse, une opposition plus fondamentale d'ordre épistémologique, centrée elle sur le thème de la professionnalisation. Monsieur Tardif, professeur à l'Université de Laval, Québec, et un des animateurs du GRISE, groupe de recherche interuniversitaire sur les savoirs et l'école, a notamment mis en valeur, à partir de ses recherches historiques sur les programmes scolaires de l'école primaire et secondaire au Québec, l'évolution des rapports entre les savoirs théoriques et praxéologiques dans la formation des maîtres. Il distingue ainsi 3 périodes significatives dans ce processus. La première, couvrant les 2 premiers tiers du XIXe siècle, fonde la formation des maîtres dans les écoles normales autour de l'idée de l'exercice du métier, basée sur un savoir d'expérience. La seconde, commençant vers 1960, transforme le maître, notamment au lycée, en spécialiste d'une discipline. La troisième, depuis 1980 environ, conçoit l'enseignant comme un professionnel, spécialiste de l'apostrophe. Organisation des situations d'apprentissage.
Il dégage de cette constatation une problématique de la professionnalisation du métier d'enseignant sur le plan des modèles et des liens entre théorie et pratique, sur le plan de l'idéologie professionnelle et des rapports entre les institutions universitaires et les praticiens de l'enseignement, pour aboutir à la fois à l'élaboration de nouvelles théories et à l'émergence de nouvelles pratiques au sein du travail et de la formation des maîtres. Tardif, 1994. Par-delà les différences de contexte, le Québec là-bas, la France ici et d'objectifs. La formation des maîtres d'une part et la formation des animateurs d'autre part. Cette démarche mise en écho avec notre propre projet de recherche permet, dans un point de vue diachronique et synchronique, de poser comme hypothèse que les premières formations à l'animation, plutôt fondées sur une idéologie politique, celle de la participation des individus à la vie de la cité, confondaient largement engagement militant et exercice de la profession des animateurs, dans la foulée de la tradition culturelle héritée de l'éducation populaire. Puis vint le temps des IUT3, avec la juxtaposition plus que l'articulation d'un savoir théorique concernant la nature de l'évolution de la société française et du secteur de l'animation sociale et culturelle en son sein, et un savoir pratique davantage orienté vers l'action concrète d'animation, dans des situations réelles. Former un animateur, c'était donc devenu le fait de lui transmettre des connaissances, des discours, des théories sur l'animation et des savoir-faire, des habiletés, des attitudes en lien avec la pratique, par exemple des techniques d'animation de groupe, des techniques relationnelles, comptables, graphiques, théâtrales, sportives, audiovisuelles, informatiques, supposant donc qu'il n'y a pas lieu d'établir une relation entre les premiers et les seconds, alors que c'est à ce point de jonction que se situe ce qui permet de comprendre ce Q' est une technologie. Ici, la démarche scientifique et pédagogique se structure dans une multitude de cours juxtaposés sans véritable cohérence de l'ensemble du programme: histoire, géographie, sociologie, psychologie, langue, expression écrite et orale, littérature, comptabilité, etc. Il s'agit d'un discours sur l'action, comme l'explique M. Tardif, et connaître de la part de l'étudiant les matières enseignées semble garantir l'efficacité du futur animateur, qui peut s'appuyer en outre sur un discours vers et dans l'action, construit à L'. Occasion des stages et autres modalités de formation pratique. Mais divers signes, nous le verrons, tendent en conséquence à montrer que les seuls détenteurs du savoir réellement légitime sont les enseignants de l'institution IUT, et que le comment agir en fonction des contraintes de l'activité réelle de l'animateur passe largement au second plan. La problématique de la professionnalisation des animateurs dominante dans la formation jusqu'à aujourd'hui consiste plutôt à asseoir les compétences du futur praticien sur des connaissances disciplinaires de type scientifique issues de la recherche en sciences sociales et humaines, sur le modèle universitaire traditionnel, certes largement pluridisciplinaire dans les IUT, mais avec les risques d'encyclopédisme et de touche-à-tout qui ne sait pas grand-chose que cela comporte. Qu'est-ce donc une formation professionnelle ? Et qu'est-ce qu'une profession d'animateur possédant un savoir spécifique qui le distingue d'autres professions plus ou moins proches ? Éducateur, agent de développement, enseignant par exemple. Comment, tout en gardant un caractère universitaire, proposer une formation professionnelle liée aux conditions concrètes de l'exercice de son métier, faisant de l'animateur un généraliste des activités d'animation? Le fait de posséder une bonne culture générale, la maîtrise d'une langue ou d'outils comptables, une connaissance des rouages généraux de la société, du développement de l'éducation populaire, des politiques publiques en matière d'action sociale, culturelle ou urbaine, à quoi s'ajoutent des temps de pratique, peut-il garantir un niveau satisfaisant de professionnalisme ? Un tel modèle n'est-il pas proche d'une perspective structuro-fonctionnaliste proposée par T. Parsons, associant la pratique à une science appliquée, où la fonction des IUT serait de transmettre aux étudiants un savoir généralisable et systématique? Tardif, 1994, base de la performance professionnelle, c'est-à-dire un savoir universel prévoyant tous les cas concrets, proposant toutes les solutions à tous les problèmes possibles, la pratique n'étant qu'un lieu d'application avec les ajustements nécessaires, des connaissances transmises par les enseignants, vecteurs de la recherche scientifique. Il en résulte que les problèmes concrets spécifiques qui se posent aux praticiens ont leur solution ultime en dehors de la pratique, c'est-à-dire dans l'élaboration de théories plus puissantes et de procédés techniques plus efficaces, idées. Il n'y a pas de recours autre que celui d'une science qui ne peut être qu'extérieure au monde concret des pratiques,
incapable de produire de l'autonomie dans les apprentissages de l'étudiant. Si le professionnel se perçoit comme peu efficace, c'est qu'il n'a pas réellement profité de sa formation qui devait lui permettre de connaître au préalable les cognitions, les attitudes, les émotions pertinentes en rapport avec les buts de l'animation. L'action est donc à visée uniquement instrumentale. L'hypothèse du renouvellement possible des rapports entre la théorie et la pratique dans la formation technologique des animateurs par l'introduction d'une démarche praxéologique est à la base de conflits plus ou moins explicites dans l'institution, entre les enseignants eux-mêmes, et hors de l'institution, dans les rapports entre enseignants et professionnels de terrain. La confirmation d'un tel enjeu se trouve par exemple dans les débats qui traversent la communauté enseignante, nombre d'animateurs partenaires de la formation, et aussi une partie des étudiants sur les modalités de sélection et le système d'évaluation qui le codifie à partir de la prise en compte des trajectoires personnelles des candidats à l'animation, de leurs expériences de terrain et de leur parcours scolaire antérieur, sur la répartition, l'articulation et la durée des temps respectifs de présence de l'étudiant à l'IUT et dans les structures d'accueil lors des stages, sur la place et le poids des disciplines théoriques et des pratiques d'apprentissage. Tous ces points sensibles sont au cœur des difficultés inhérentes au rapport de la théorie et de la pratique constitutives de toute formation qui se veut professionnelle, qui peuvent être réinterrogées par la mise en tension d'une approche théorique et d'une approche pratique, dans une orientation pédagogique de type praxéologique qui dépasse la question du savoir et débouche sur la question du pouvoir, Tardif, 1994. De cette problématique ainsi définie découle une nouvelle façon d'envisager les enjeux pédagogiques et institutionnels, et par voie de conséquence, la mise en œuvre de plusieurs modifications dans le système actuel. Les enseignants peuvent construire un cadre méthodologique permettant d'observer avec plus de rigueur encore les évolutions en cours sur le terrain des activités professionnelles d'animation et des pratiques réelles qui structurent ce champ d'action, pour confronter les modélisations qu'ils élaborent sur l'animation aux contraintes et aux ressources de l'action pour l'animation. Cette exigence pose aussi de façon nouvelle la question des rapports entre universitaires et professionnels de terrain, et ce sous deux aspects complémentaires potentiellement conflictuels. D'une part, de quelle façon et dans quelles limites les enseignants peuvent-ils faire reconnaître à partir de leurs recherches des capacités d'expertise auprès des professionnels de terrain, qui agissent dans le champ de l'animation, dans un échange de type praxéologique, avec une optique de circularité entre les logiques théoriques et pratiques. Y a-t-il un savoir professionnel des enseignants, au-delà de leur savoir de type fondamental et disciplinaire? Sont-ils des producteurs d'un savoir spécifique à la profession qui alimente une tension dans le dialogue avec les acteurs de terrain? Ainsi, par-delà le rôle des positions statutaires des uns et des autres que l'on ne peut nier, peut-il être possible de mettre en œuvre un processus créatif et ouvert entre professionnels et enseignants, confrontant dans une communication positive leurs représentations respectives du ou des systèmes d'animation? Il s'agirait alors d'un processus interactif dans une sorte de socialisation partagée, sans évacuer pour autant les conflits de référence et d'appartenance sociale des uns et des autres. D'autre part, les enseignants-chercheurs peuvent-ils reconnaître la capacité de ces mêmes professionnels à produire de façon spécifique, générique, des savoirs pratiques issus de l'expérience, des savoirs d'action 4, étrangers, sinon étranges, aux savoirs formels de type académique transmis par les IUT carrières sociales, option animation socioculturelle? Peut-on reconnaître aux professionnels cette intelligence stratégique des situations sociales et culturelles qui sont la base même de la compétence de beaucoup d'animateurs professionnels de niveau 3? Perspective que nous avons énoncée dans différentes productions, Gillet, 1995. Enfin, une telle dialectique entre deux groupes professionnels distincts, pour qu'elle soit possible, ne suppose-t-elle pas, dans la reconnaissance réciproque des enseignants experts et des animateurs professionnels, une volonté d'échange entre ces deux groupes, mais aussi une capacité à l'imposer comme légitime aux yeux des autres acteurs, politiques, administratifs, autres professionnels de terrain, groupes de population? Ceci voudrait dire, dans une perspective dite subjectiviste, interactionniste, constructiviste 5 concernant la sociologie des professions, l'obligation faite de passer d'une problématique du seul savoir à une problématique du pouvoir. Le savoir n'est pas acquis dans un au-delà de l'action, mais il est au cœur de l'action même,
dans les négociations permanentes entre les différents groupes sociaux dans leur lutte pour leur reconnaissance, leur légitimité et leur existence. Augustin et Gillet, 1996. Savoir et pouvoir se construisent, se déconstruisent et se reconstruisent de façon permanente et intimement liées. C'est ici d'ailleurs que la distinction entre formation initiale et formation continue pour les animateurs prendra toute sa pertinence, le savoir d'expérience étant inégalement partagé entre les uns et les autres. En résumé, une problématique de cette nature autour des deux hypothèses précitées, existence d'un clivage enseignement-formation cristallisé par une rupture d'ordre épistémologique entre savoir scientifique et savoir praxéologique, entre étroitesse du découpage disciplinaire et complexité de l'action sur le réel, est au cœur d'une des interrogations les plus sensibles portées par le champ des sciences de l'éducation. Elle a des conséquences sur le plan des modèles et des démarches pédagogiques, sur les rapports entre théorie et pratique, sur la signification du type d'engagement des enseignants eux-mêmes dans leur rapport au terrain d'action professionnel, sur les rapports entre l'institution de formation et les praticiens, etc. Nous nous proposons donc de développer notre analyse selon les étapes suivantes. Envisager d'abord comment une problématique reposant sur une vision praxéologique du champ de l'animation permet de construire une pédagogie expérientielle de l'animation, au sein même de l'institution IUT, sur quels présupposés épistémologiques liés au concept d'incertitude dans les sciences humaines, d'indécidabilité et d'indétermination dans les pratiques sociales, sont fondées les notions de compétences stratégiques pour les animateurs? Quels apports et quelles limites les sciences cognitives et les savoirs d'action peuvent-ils offrir autour de la notion d'expérience dans la pédagogie de l'apprentissage? Puis, réaliser un diagnostic sur l'actualité des missions des IUT Animation. Un détour par une relecture des textes fondateurs d'hier et d'aujourd'hui, pour tenter de comprendre les hésitations sémantiques et théoriques du qualificatif de technologie, attribué aux IUT, est inévitable pour signifier les limites des performances formatives possibles pour les étudiants futurs professionnels. Nous nous appuierons en ce domaine à la fois sur les curriculums vitae des étudiants, une typologie de leur choix de stage et sur un certain nombre de recherches conduites par nos soins. Enquête auprès de professionnels en formation, sondage sur les trajectoires d'étudiants en formation initiale, travaux comparatifs sur les âges d'entrée en IUT à des périodes différentes de l'histoire de l'U. Michel de Montaigne. Parmi les IUT Carrières Sociales, cet établissement du campus universitaire bordelais est un lieu privilégié d'observation, d'analyse et de pratique pour 3 raisons. Il est le plus ancien des IUT Animation. Il est celui qui accueille de façon massive le plus grand nombre d'étudiants, il voit chaque année postuler toujours plus de candidats venus de toutes les régions de France. Sur des recherches réalisées par le CEREQ, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous présenterons alors, au vu de ces données et de notre orientation pédagogique désormais profilée et stabilisée par la démarche praxéologique, les innovations déjà introduites dans la formation et les initiatives possibles dans la pratique concrète de l'enseignant-chercheur pour l'avenir. Nous avons conscience, en nous déplaçant ainsi de l'épistémologie sur la construction du savoir à l'histoire d'une institution, de la sociologie des organisations à la psychologie des comportements, de la pédagogie à la didactique des apprentissages, de travailler en quelque sorte au contact de diverses zones de savoir, de provoquer des communications, de tisser des liens, d'établir des réseaux. C'est aux frontières que se vivifient les zones fécondes de la recherche dans une vertu des métissages qui pourraient heurter les gardiens du temple, que sont les défenseurs de l'identité disciplinaire et des héritages historiques jalousement conservés. Qu'ils soient cependant rassurés, la liberté prise dans cette élaboration théorique s'exerce dans le cadre des règles du jeu que doivent accepter ceux qui se déclarent scientifiques. Mais la scientificité, explique Morin, n'est pas seulement dans le consensus des esprits, après verdict rendu par des expériences concordantes et concluantes, elle est aussi dans les conflits, antagonismes et différences qui agitent les scientifiques. Morin 1984. Éclectique à nos propres yeux, nous risquons de passer aux yeux de certains pour un hérésiarque. Il nous semble pourtant accepter ce jeu de la scientificité qui consiste à s'appuyer sur des données certaines dans une construction théorique qui reste toujours relative et incertaine. 6. Chapitre 1. D'une praxéologie de l'animation.
à une pédagogie expérientielle pour l'animation. Enseignants, chercheurs, experts. Telles sont les positions qui pourraient caractériser la trajectoire professionnelle de chaque universitaire dans cet effort continu d'un projet cherchant de façon permanente et tâtonnante en même temps, à articuler au quotidien des finalités, une démarche de type scientifique, la création de situations didactiques adaptées et l'utilisation de techniques en rapport avec l'objectif de former des animateurs professionnels. C'est pourquoi le qualificatif d'enseignant cherchant correspondait mieux, semble-t-il, à la définition de cette posture. Mais une question centrale, autour de laquelle peuvent tourner toutes les autres, reste celle afférent à la nature des rapports entre la théorie et la pratique pour fonder un statut de la connaissance. Elle est, sinon aussi vieille que le monde, tout au moins aussi ancienne que l'apparition de la science et de la philosophie. Il est donc délicat d'en déterminer ici les contours. Qui le pourrait d'ailleurs? Même en se limitant au champ des sciences sociales, l'effort est déjà considérable et quasi impossible. Le reconnaître, c'est déjà affirmer une position de doute sur et dans sa propre démarche. La simple lecture de Méthode des sciences sociales, de M. Gravitz, 1990, déstabilisera sûrement tout lecteur bardé de certitudes absolues sur le sujet. Les problèmes de la connaissance, c'est-à-dire ce qui relève de l'épistémologie, les problèmes des moyens de la connaissance, méthodes, théories et procédures, les évolutions, les facteurs de développement et les obstacles inhérents aux sciences sociales, les différences, les interrogations, les conflits voire les crises sont manifestes. Cependant, une certaine unité les coagule, car dans des proportions différentes, toutes les sciences sociales utilisent les mêmes démarches et les mêmes techniques. Toutes réclament de leurs utilisateurs une réflexion épistémologique, tous doivent se demander ce qu'ils font, la valeur de leurs instruments de recherche et celle de leurs résultats, PXLIV. Notre ouvrage précédent a cherché à se frayer un chemin original dans ce labyrinthe, tentant de démontrer qu'entre un postulat de type déterministe, dans les sciences sociales, laissant peu ou pas de place à la liberté des sujets, et un postulat de L', l'affirmation de la liberté et du choix des acteurs effaçant trop largement le poids des contraintes, entre une sociologie du consensus et une sociologie du mouvement, entre ordre et désordre, entre une loi signifiant homogénéité et continuité et une cause signifiant hétérogénéité et discontinuité, il existait un postulat heuristique à poser prenant en compte l'interaction des déterminants probables et des interventions possibles d'un acteur social, lui-même orienté dans ses actions par la situation sociale qui détermine à son tour la nature, ampleur et la portée de l'interaction. Ainsi, l'animation n'a pas un sens final simple, mais elle est un lieu de conflit sur son sens, ses finalités et ses enjeux. Désigner l'animation par le concept de praxis, c'est vouloir dire qu'elle est une action dépendante du passé mais ouverte à un avenir, à une historicité, à condition qu'une articulation s'opère entre la théorie et le mouvement, entre le discours et l'action, dans un processus incessant qui renvoie du faire au connaître et inversement. Telle était donc notre hypothèse, travaillée par une recombinaison constructive, J. Piaget, entre certains courants de la sociologie et de la psychosociologie, non invalidés par les données recueillies et les modélisations proposées alors autour de l'action des animateurs. Notre problématique actuelle propose de prolonger cette démarche heuristique en tentant de renforcer la conceptualisation de la notion de praxis concernant l'action des animateurs, pour dégager en son sein l'hypothèse centrale que constitue la compétence des animateurs désignée par le concept d'intelligence stratégique. Mais pour ce faire, il est nécessaire de montrer au préalable dans quelle mesure cette démarche praxéologique peut s'articuler avec une épistémologie de type constructiviste, le lieu de leur rencontre permettant de produire une nouvelle modélisation de la fonction des animateurs professionnels. Enfin, il faudra procéder à l'examen de cette variable que l'on nomme expérience qui, dans le rapport complexe de la théorie et de la pratique des animateurs, introduit une distinction pertinente pour les apprentissages et les pédagogies qu'elles impliquent dans un lieu de formation de professionnels à l'animation. Ainsi, le dernier chapitre de cet ouvrage, portant sur l'analyse des pratiques au sein de notre institution d'appartenance, sera rendu lisible, tout au moins nous le supposons, par la construction scientifique ainsi élaborée. 1.1. Praxis et praxéologie. L'animation est une praxis. Telle est la thèse que nous avançons depuis plus de 10 ans. Pourquoi proposer cette démarche et ce type de construction théorique ?
Le dictionnaire Bailly grec-français explique que prato signifie faire, accomplir, agir, travailler, négocier, gérer, traiter une affaire, réaliser, réussir ou mener à mal ou faire pour soi, pour son intérêt. Il a, en ce dernier sens, une valeur subjective dont un des dérivés désigne quelqu'un d'efficace et de politiquement habile, se distinguant de poésis, qui s'applique à la création pure, pour désigner par exemple l'œuvre de l'artisan et de l'artiste. La praxis signifie action, le fait d'agir, l'acte, l'exécution, l'accomplissement, la conduite d'une affaire, d'un commerce ou d'une intrigue, mais aussi une manière d'être, un état, une situation, ou d'agir, une conduite, avec une bonne ou mauvaise fortune, et enfin le résultat d'une action, une suite, une conséquence. Praxis s'opposait dans cette définition à pathos, le fait de subir, et à logo, la parole. L'animation désignée par le concept de praxis signifie qu'elle est une certaine manière d'agir, tout en impliquant pour l'animateur une certaine manière d'être dans cet agir. Elle est une intelligence stratégique des situations sociales, caractérisant l'animateur professionnel. Parler de praxéologie, à propos du phénomène animation, c'est tenter d'élaborer une science dans laquelle la question du rapport théorie-pratique a une position de centralité et de circularité. C'est une métathéorie de la relation de la théorie et de la pratique, indique Ch. Wulff, ayant une double fonction. Une fonction critique dans l'évaluation de la pratique et une fonction constructive par feedback, dans le fait de donner de nouvelles formes à la pratique, dans une visée de transformation sociale ou dans le dépassement par un sujet de conditions matérielles données vers une fin librement posée, à travers l'effectuation pratique d'un projet organisateur. Il s'agit donc d'une science en train de se faire, établissant ainsi une distinction entre savoir déjà constitué et connaissance qui se construit, permettant aussi bien aux chercheurs engagés qu'aux praticiens impliqués à penser par eux-mêmes en s'appropriant les savoirs, pour aboutir à des représentations les moins approximatives possibles de la réalité. La difficulté d'une telle démarche tient au fait que cette intelligence des situations ne peut résulter d'une rationalité unique, car les pratiques sont complexes, enchevêtrées et opaques dans la mesure où elles sont traversées par des paramètres multiples, individuels et collectifs, sociaux et culturels, politiques et économiques. Il faut donc aux praxéologues, praticiens et ou chercheurs, penser son action, c'est-à-dire conduire son agir et sa pensée en acte, en comprenant les situations comme un ensemble enchevêtré d'interactions multiples, c'est-à-dire comme un mode d'organisation particulier de composantes en mouvement, pour pouvoir établir un diagnostic et hiérarchiser les enjeux pour agir, dans un processus de recomposition qui donne du sens à l'action. Une praxéologie se construit, et le praticien est donc invité à recomposer ce que les sciences humaines ont découpé pour que la réalité redevienne intelligible dans sa complexité et son hétérogénéité. Cette résolution n'est pas sans difficulté, car comme l'explique le professeur J. Ferras VII, elle est placée sous la domination de la contradiction principale, praxis-logo. Il apparente pour sa part la praxéologie à une démonologie, à une science du génie de la décision politique. À l'inverse, explique-t-il, toute contribution scientifique au sens classique du terme, c'est-à-dire ne prenant en compte ni les contradictions d'un système d'action complexe, ni la multidimensionnalité du terrain local, est inopérante pour les praticiens. Ou bien elle est hors d'eau et inefficace parce que partielle, ou bien elle est noyée dans la complexité qui l'absorbe, Ferras 1995. C'est en prenant conscience de ce risque que le praxéologue refuse ce procédé paradoxal et même idéaliste qui consiste à séparer l'idée de sa réalisation pratique. Il n'y a pas d'idées bonnes et des réalités mauvaises, mais des intrications contradictoires, dont il faut supporter entièrement le poids, cherchant à en dépasser les limites, tout en sachant que nous sommes les enfants du processus tout entier, écrit le socio-philosophe P. Barcelona, 1992. Il nous faut admettre en conséquence que l'éducation et la formation sont des champs complexes, liés aux enjeux des hommes et des sociétés et qu'elles ne peuvent se satisfaire de points de vue uniques et simplifiants. La pratique fait partie intégrante du progrès de la théorie, elle agit sur celle-ci autant qu'elle la sert. La praxis deviendrait alors une théorie en acte et la théorie est la conscience que l'action prend de sa nature dans une situation historico-sociale donnée. La question de cette dialectique est peut-être plus essentielle que la réponse portée, souvent contingente et contraignante, parce que porteuse de nouvelles questions. Mais c'est parce que l'individu a justement conscience de la difficulté d'agir,
et qu'il veut dépasser le malaise qu'il ressent dans un autre avenir possible qu'il agit. La recherche d'une plus grande pertinence pousse le praxéologue à repenser notamment l'agencement des moyens pour une fin déterminée, passant ainsi d'un état agentique à une conscience d'acteur. A priorique et déductive, ou bien empirique et inductive, la praxéologie est une investigation des relations et des stratégies humaines en rapport à l'action, un effort de clarification, de précision, de systématisation théorique liée à l'action, une sorte de grammaire de l'action. Tel est le statut épistémologique du chercheur praxéologue présenté par le professeur R. Daval dans l'Encyclopædia Universalis. La connaissance praxéologique est purement formelle, et de ce fait, absolument générale. C'est pourquoi la praxéologie pourra fonder la prédiction puis guider l'action. Daval, 1995. Ce statut concerne à la fois l'enseignant-chercheur engagé dans des pratiques d'expert et le praticien cherchant, tous deux dans une position singulière d'auteur et acteur à la fois, exigeant rigueur scientifique dans l'élaboration théorique et dans la problématisation de l'action. C'est-à-dire que l'enjeu est à la fois théorique et pratique, l'objet de la recherche consistant en la construction une autre image, problématisée, circonscrite, issue du paysage familier initial, mais qui se distancie de celui-ci par la question elle-même, devenant ainsi une réalité concrète d'investigation et d'interprétation nouvelle. Cadière, 1993. Le mouvement issu de la praxis dans l'interaction entre la théorie et la pratique est donc double. Elle transforme l'acteur en auteur par l'interrogation portée par le logo à la praxis, permettant une reconstruction intelligente de l'expérience accumulée vers l'accès à la connaissance, et aussi elle transforme l'auteur en acteur pour l'introduction d'un changement dans la réalité. Le mouvement est trace de sens, dans la mesure où nous concevons le sens dans sa dimension directionnelle, topologique, référentielle. Cadière, 1993, par l'engagement pratique d'un point de vue théorique. Une telle théorie de la connaissance, une épistémologie de type praxéologique nous éloigne de l'épistémologie positiviste qui fut longtemps dominante dans les sciences sociales et le reste encore largement. Mais depuis les écrits de G. Bachelard 8, il est désormais acquis que l'observation scientifique est toujours polémique, informant ou confirmant une thèse antérieure après avoir reconstruit les plans et schèmes d'observation préalablement élaborés. L'objet animation peut relever, en conséquence, d'une épistémologie de type constructiviste permettant de prendre en considération plus les processus que les états de fait, les changements que les permanences, la production d'une connaissance prospective et finalisée devant permettre de déboucher sur une action et une intervention sur les terrains professionnels. Les modélisations antérieures, confèrent pages 83,186 et 289 de Animation et animateur, proposant une intelligibilité des situations d'animation sont l'expression d'un tel choix. Cette modélisation mettant notamment en valeur l'hypothèse selon laquelle, dans certaines circonstances et suivant certaines conditions, l'animateur est en quelque sorte en capacité de mettre en perspective une sorte de science du génie social, culturel ou urbain, après le génie civil ou militaire, à l'interface de la théorie et du pratique, véritable science de la conception neuve plutôt que science de l'analyse. Il devient alors possible de donner un contenu scientifique à l'utopie praxéologique, science de l'aide à la décision, Lièvre, 1993. Ces sciences de l'ingénierie appellent la formation de concepteurs de projets à construire. Il reste bien sûr à déterminer quel sens sera donné à l'action, au nom de quelles valeurs et de quels intérêts. La caractéristique la plus marquante peut-être des sciences de l'éducation, à la différence des précédentes, c'est le fait qu'elles relèvent certes d'un agencement de moyens mais pour atteindre une fin, au sens où la toile de fond et même plus, la scène sociale sur laquelle se joue l'éducation, révèle de la part des praticiens pédagogues cherchant des comportements intentionnels, des attitudes conscientes ne s'apparentant ni au réflexe, ni à l'acte instinctif. Ils se représentent de façon plus ou moins affirmée le pouvoir de leur action, sinon ils seraient confinés au destin, au fatum antique. Les sciences de l'éducation sont donc agissantes par excellence, et l'action et l'expérience accumulées permettent de parfaire la scientificité du savoir en ce domaine, et les capacités des acteurs qui en bénéficient pour orienter en retour leur pratique. Il y a donc une visée des sciences de l'éducation in fine, émancipatoire selon le terme d'Habermas, participant d'une forme raisonnée d'espoir social, R. Horthy, rappelle le professeur P. Clanché, 1995. Raisonnée,
car l'utopiste est un individu critique souvent pressé de conclure son action et l'utopie est souvent l'expression de cette précipitation anti-dialectique. C'est la raison pour laquelle il est préférable de parler d'utopie réaliste désignant un praxéologue non doctrinaire, pris dans la double contrainte d'accepter la part d'irréalité ou d'impossibilité que comporte ce que les hommes désignent comme possible idéal, et la part du réel ou de possible que comprend ce que les hommes déclarent impossible, dit le philosophe H. Mahler, 1994, dans une sorte de ligne de partage fuyante car sans cesse déplacée dans l'espace entre le possible et l'impossible. Sur le terrain de l'action éducative, le GFEN, Groupement français d'éducation nouvelle, depuis toujours se situe dans cette mouvance qui consiste à voir l'acte d'apprendre et celui de créer comme une construction liant raison et imaginaire, développant à la fois une citoyenneté dans le savoir, construire des valeurs en construisant des savoirs, et une citoyenneté dans la réalité. Tract diffusé lors des grèves de novembre-décembre 1995. Les savoirs nouveaux résultent du combat pour renforcer les pouvoirs de comprendre, d'agir, de RE accent aigu enchanter le monde, conclut-il. Cette façon de penser est antinomique de celle du désenchantement du monde, mise en avant par Max Weber, estimant que les choses n'ont plus de sens face au processus de rationalisation du mode de vie créé par la société occidentale. Les mythes, les croyances, les magies, les religions des anciennes sociétés ont éclaté et avec eux le réseau de signification qu'ils impliquaient. La science, pense-t-il, notamment dans la vocation du savant, est impuissante à combler le vide. Il ne resterait qu'une lucidité tragique devant le spectacle du jeu des forces sociales, liées aux intérêts politiques et économiques. L'avenir ne serait plus ce qu'il était. P. Bourdieu, à propos de sa vision des conduites humaines, semble garder lui aussi un regard un peu désenchanté. Bourdieu, 1994, en préférant à leurs propos parler d'illusio plutôt que de raison. L'illusio, c'est le fait d'être pris au jeu, d'être pris par le jeu, de croire que le jeu en vaut la chandelle ou pour dire les choses simplement que ça vaut la peine de jouer. Les jeux en question paraissent importants, ils ne sont qu'imposés et importés dans la tête du joueur. Les agents ne peuvent donc être sujets sauf, ajoute-t-il, si la pratique est posée comme objet de pensée, comme un possible visé dans un projet, à l'image de ce que propose Husserl lorsqu'il distingue le rapport au futur que l'on peut appeler projet, et qui pose le futur en tant que futur, c'est-à-dire en tant que possible constitué comme tel, donc comme pouvant arriver ou ne pas arriver, et par opposition le rapport au futur qu'il appelle protension ou anticipation préperceptive, rapport à un futur qui en n'est pas un, à un futur qui est un quasi-présent. Il semble que chez P. Bourdieu, sa théorie de l'action, au centre de laquelle gravite la notion d'habitus, revient à dire de façon générale que les actions humaines ne relèvent pas de l'intention mais de dispositions acquises de la part d'agents, produits d'une structure hypostasée, qu'ils font et refont sans cesse, leur assurant une probabilité raisonnable d'exister, et en même temps ce refus de l'individu autonome et raisonnable s'accompagne du refus de ramener l'individu à un agent simple épiphénomène d', une structure sociale donnée, en particulier pour l'homme de science. Dans un texte récent, P. Bourdieu, dans l'expression d'une sensibilité moins distante peut-être et plus combative en tout cas, explique que loin d'incliner au désenchantement sceptique, générateur d'indifférence et d'opportunisme, la science sociale fournit ses meilleurs instruments à l'exercice de la critique des illusions sociales qui est la condition des choix démocratiques en même temps qu'elle permet de fonder un utopisme réaliste, aussi éloigné du volontarisme irresponsable que de la résignation scientiste à l'ordre établi. Bourdieu, 1996. Il invite ici à une action politique, modeste certes, mais continue, pour tenter de doter la raison et la liberté des instruments qui sont la condition de leur réalisation dans l'histoire, sorte de mobilisation permanente des intellectuels pour la défense et le développement des conditions sociales de l'exercice de la raison. Y a-t-il tant d'éloignement entre cette position et celle de l'engagement et de la responsabilité de l'intellectuel qui sont chez J.P. Sartre, les corollaires de sa liberté? La réponse est incertaine sur le plan théorique, mais peut-être plus visible sur le plan des pratiques. J.P. Sartre définit l'homme par son action. Il n'a d'espoir que dans son action et la seule chose qui permette à l'homme de transcender son destin tragique, c'est l'acte. Il n'y a pas d'autre voie que la recherche de la liberté. Nous sommes condamnés, ajoute-t-il, à l'exercice de cette liberté qui implique que nous soyons des chasseurs de sens, comme il le dit à propos des finalités des temps modernes.
La référence à Husserl est revendiquée aussi par J.P. Sartre autour de la notion d'intentionnalité du premier, liant pour le second la liberté du sujet à un projet à faire, à une visée. Certes, il n'y a pas coïncidence systématique entre la valeur de référence et l'acte. Les valeurs démocratiques ont montré dans l'histoire qu'elles peuvent dégénérer en violence, en totalitarisme, en bureaucratie, en attentisme, que la rencontre de l'autre est toujours étrange et semble relever d'un optimisme tragique. Lorsque l'animateur, pour sa part, propose de passer des sujets à l'itinérance, au sujet de leur itinéraire pour les individus plongés dans une société en crise, comme l'exprime si bien un texte de la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture, il sait fort bien qu'il y a production d'écart entre d'une part son attitude concrète et opératoire visant à réaliser des performances et d'autre part son attitude abstraite de ordre de la conceptualisation, de la création de situations de sens collectif et prospectif, de la modélisation, de la prise de hauteur par rapport à une situation donnée, pouvant ainsi transférer ses habiletés d'une action à une autre par la constitution d'un savoir d'action. C'est là l'objet du travail du praxéologue qui tente de comprendre dans son désir de recherche l'articulation nécessaire entre la théorie et l'empirie, relevant d'une intelligence de la société, c'est-à-dire d'une aptitude à prendre acte de sa complexité inépuisable dans l'interdépendance de l'individu et du social. Cette complexité légitime des positions théoriques multiples et des façons différentes de construire son objet de recherche. C'est le point de vue qui crée l'objet, Pugeot 1996, les méthodes plus les objets contribuant à définir de façon spécifique l'esprit heuristique. Cette multiplicité possible est liée aux incertitudes qui traversent les conceptions. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.